Salut à tous, c'est Karine pour un nouvel épisode de Passion Patrimoine que j'ai le plaisir aujourd'hui de faire avec un jeune homme. Parce que 34 ans, t'es un jeune homme quand même. On peut dire ça comme ça. Salut Thibaut, Thibaut 13 Salut. est avec moi aujourd'hui. On va pas se mentir, Thibaut, on s'est connus parce qu'on fait partie d'un même club qui s'appelle Kaetan Connect. On est partis, 5 jours ensemble, avec le club, je précise. Et je me suis dit que ça serait un mec vraiment très sympa à vous présenter, de faire un petit épisode avec vous, parce que il a un profil qui pourrait s'apparenter à un CGP, mais il n'est pas CGP, et pour autant, il donne des conseils en investissement. Comment vas-tu, Thibaut ? Ça va très bien, et toi ? Ça va bien. Alors, on va commencer par le début et comprendre pourquoi justement est-ce que tu fais aujourd'hui ces fameuses réunions, ou en tout cas pourquoi tu donnes ces fameux conseils, pourquoi tu t'es dirigé vers l'investissement particulier, B2B d'ailleurs. Plutôt particulier, mais ça tend souvent à devenir du B2B, parce que comme je communique beaucoup sur LinkedIn et que c'est beaucoup en B2B, LinkedIn, il y a des choses qui se passent aussi de ce côté-là. Ok, c'était important de faire cet épisode parce que j'avais aussi envie de vous montrer qu'il y avait d'autres façons de conseiller aujourd'hui, que vous avez de la concurrence, mais vous allez voir aussi que Thibaut a une expertise et une approche qui va pouvoir vous aider parce que justement son dada, c'est la com. On va commencer par le début. Maman secrétaire de direction, mais papa dans un BDE IMO, c'est peut-être justement ce qui t'a donné un peu l'envie, en tout cas quelques prémices d'une éducation financière. Oui, c'est clair. Moi, je sais que mon père s'y intéresse pas mal. En tant qu'entrepreneur, il faut monter des sociétés. Puis après, on se dit, faut peut-être monter une SCI, acheter les murs de sa société pour louer les murs. Ensuite, on se dit que ça peut être intéressant d'avoir une holding. Donc, c'est vrai que oui, j'ai quand même eu un père qui baigne là-dedans. T'as compris très vite ce qu'il faisait ou pas ? J'ai compris ce qu'il faisait dans la partie technique immobilier ou sur l'entrepreneuriat en général. Non, plutôt sur la partie technique immo, parce que quand tu étais jeune, tu devais le voir bosser et en même temps, l'investissement, c'était un peu théorique, non ? Oui, carrément. Ouais. Non, j'ai pas tout de suite compris, parce que lui, en plus, c'est un bureau d'études fluide, donc c'est la technique du bâtiment, donc c'est vraiment tout ce qui est électricité, etc. Donc moi, comme je suis plutôt côté communication, marketing, digital, c'était pas toujours clair. Maintenant, ça l'est plus pour moi. Je comprends bien ce qu'il fait. Et du coup, j'ai pu voir sur la partie patrimoine aussi comment il a développé en étant entrepreneur, en termes de montage, de structuration, d'investissement. Et donc, c'est vrai que je suis sensibilisé à ça depuis assez jeune. Mais c'est vrai qu'assez jeune aussi, je me suis intéressé à comment on pouvait décorréler l'argent qu'on gagne du temps qu'on passe. Et donc, j'ai commencé à lire des livres autour de la liberté financière, autour de l'argent. Et j'ai vite compris qu'il fallait réfléchir en levier. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au départ au levier de l'investissement. Et puis ensuite au levier de l'immobilier, puis du média, etc. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu dis décorréler l'argent par rapport au temps qu'on passe, parce que c'est vrai qu'avant, la génération d'avant, elle travaillait pour gagner de l'argent et c'était un peu un vase communicant en fonction de ce qu'elle travaillait ou du nombre d'heures qu'elle passait ou du poste. Elle avait un certain salaire. Aujourd'hui, toi, tu les mets vraiment sur deux lignes parallèles. C'est-à-dire que pour toi, c'est pas le temps que tu passes au travail ou la valeur en termes de fonction qui détermine ton niveau d'argent. Donc pour toi, il y a ton travail et il y a de l'invest, mais tu lis pas les deux en fait. Oui, c'est vrai. Non, je lis pas les deux. Après, il faut quand même faire de l'argent pour investir. Donc en soi, c'est quand même lié, parce que la première étape avant d'investir, c'est quand même d'avoir un reste à vivre suffisamment conséquent. Mais c'est vrai que au quotidien, j'essaye de me forcer à travailler une majorité de mon temps sur des business qui font levier, donc l'investissement ou l'immobilier ou le média, pour moi en tout cas, et de moins être dans le fait de produire. C'est aussi dû au fait que après 14 ans quand même d'entrepreneuriat et d'agence sur le digital, j'ai pu aussi mettre de l'argent de côté et faire des investissements. Et
qu'arrivé à un moment donné, on peut se poser des fois la question, même sans avoir un gros capital, un gros patrimoine. Mais si on dédie du temps à ces investissements et à ce fonctionnement en levier bancaire, levier de l'investissement, levier du média, eh bien, ça peut être plus rentable à long terme que d'échanger sur ton compte de l'argent. École de commerce, puis une université à Londres. Pourquoi Londres? Ça a été parce que c'était une opportunité, un choix. Londres, d'ailleurs, dans laquelle tu as fait de la finance et commencé un petit peu du management. Donc, ouais, raconte-moi, c'est quoi? C'est un stage? Qu'est-ce que tu as foutu là-bas? Alors là-bas, c'était une année d'échange universitaire avec mon école de commerce. J'ai fait un an à la London South Bank. Ok. En fait, donc j'étais en cursus business management et j'ai pris l'option finance parce que à la base, moi, je voulais faire trader. Et donc, je suis parti à Londres pour ça. J'ai pris l'option trading où je me suis retrouvé un peu avec des masters, des choses assez avancées du coup, parce qu'on était très peu à vouloir faire finance en troisième année. Donc, j'ai beaucoup appris. Je me suis retrouvé tout de suite avec le même cycle que les masters. Ok. Mais crise de 2008, subprime, et donc en fait, impossible de trouver des stages dans cette industrie, impossible de se lancer à ce moment-là. Et à ce moment-là, quand même, je vois que tout s'écroule au niveau finance. Mais je vois en parallèle sur le digital, je commence à regarder des vidéos YouTube de personnes qui commencent à dire qu'ils gagnent des millions, etc. On verra après, c'est ce qui a aussi Carrément des tracé millions, quoi. Ouais, c'est ça, moi je me souviens assez vite être tombé sur ce genre de vidéos. Sur Ah, c'est YouTube, marrant. c'est tout le temps, tu sais, les titres, devient millionnaire en X Mm. étapes, etc. Et moi, c'est vrai que j'ai un peu commencé à découvrir tout ça. Et je me suis dit, tiens, prends la bonne voie, t'es jeune, t'as 21 ans, choisis bien entre finance ou digital, quoi. Et au final, j'ai pas trop choisi. Ça s'est fait par défaut parce que ne pouvant pas trouver des stages en finance, j'avais un peu de temps libre et donc je me suis mis à entreprendre et à lancer des sites internet. Alors, sur quelle thématique ces premiers sites que tu as lancés? Au début, c'était vraiment du e-commerce. C'était Ouais. l'arrivée d'Alibaba.com. Donc, on Ouais. pouvait acheter en Chine et puis revendre en Europe. Donc, c'était ce que je faisais. Ensuite, je suis assez rapidement parti sur Facebook, l'idée de monter des communautés en ligne et de les monétiser avec du média. Ensuite, Facebook a en fait bloqué un petit peu la portée qu'on pouvait avoir quand on avait des communautés via les pages Facebook. Et donc, je suis passé du côté de la régie publicitaire, puisqu'il fallait du coup payer pour accéder au trafic de Facebook. Et quand je me suis mis dans cette régie publicitaire, j'ai notamment beaucoup développé la génération de leads pour des investissements en loi Pinel. Et donc, lead que je revendais du coup au CGP. Généralement, il était mutualisé une fois avec un CGP et il était mutualisé 2 autres fois en étant vendu à 2 autres promoteurs. Et donc, un même prospect était appelé par 2 promoteurs qui vendaient chacun leurs produits et un troisième appel avec un CGP qui, lui, pouvait vendre tous les produits des autres promoteurs, logiquement, et s'il voulait essayer d'embarquer la personne sur d'autres produits aussi. Lead ultra qualifié, j'imagine. Oui, lead ultra qualifié, lead généré sur Facebook à une époque, si je puis dire, où en fait les promoteurs et les CGP n'avaient pas pris conscience que les CSP+, étaient aussi sur cette plateforme. On est en quelle Et année donc là? avaient tendance à la snobber un petit peu. On est en 2017-2018. Ok. On va voir que pour toi, les réseaux, c'est vraiment ton champ de bataille, quoi. Enfin, tu travailles et c'est pas que des réseaux virtuels, hein, c'est aussi des réseaux physiques. Moi, je t'ai vu en œuvre, en action. Ouais. Tu m'as fait ton pitch aussi, hein, faut être honnête. Et c'est vraiment ta façon d'être, de travailler, de recruter, d'avancer. On va voir pourquoi c'est déterminant pour toi et en quoi tu peux aider, que ce soit les CGP qui nous écoutent ou même d'autres investisseurs, puisque aujourd'hui, tu as un petit peu de casquettes, tu as un peu de deux métiers, mais qui sont un peu interdépendants et puis qui forment aussi un cercle vertueux. Tu as cette casquette justement d'entrepreneur qui va aider des entrepreneurs entre femmes et hommes à communiquer, essentiellement sur LinkedIn.
ou en tout cas sur les réseaux sociaux. Essentiellement LinkedIn. D'ailleurs, pourquoi essentiellement LinkedIn ? Là, c'est plus par opportuniste parce que c'est le réseau le plus récent qui est en train d'exploser en termes de consommation. Je crois qu'on a 8 millions de personnes par jour qui l'ouvrent. Et je crois qu'on a moins de 0,1% des gens qui postent plus d'une fois par semaine. Je ne sais pas si les stats sont exactes, mais l'ordre de grandeur, c'est à peu près ça. Okay. Et donc, à ce moment-là, en fait, il y a à peu près 1 an et demi, moi, historiquement, j'investis plus de 50% de mes revenus issus du digital dans l'immobilier. Je mets 100% en IMO. Alors, je sais que beaucoup crient quand je dis ça parce que... Bah non, à l'époque, ça se comprend. Voilà, c'est vrai qu'il faut diversifier. Oui, alors c'est vrai que le moment où j'ai gagné pas mal d'argent en quelques années, c'était un moment où les taux étaient à 1% et les prix de l'immobilier étaient plutôt bas. Donc, c'était plutôt naturel, effectivement, que je me tourne à fond sur cette classe d'actifs. Après, je le fais aussi parce qu'il y a le levier. Honnêtement, je ne me vois pas investir dans quelque chose où il n'y a pas d'effet de levier. Pour moi, c'est un peu ma ligne éditoriale sur les réseaux. C'est vraiment le 0 à 1 million de patrimoine en immobilier en France est plutôt accessible. Dès l'instant, quand même, qu'on a un reste à vivre, on va dire, de plus de 1500, 2000 euros, il faut quand même aller chercher un point de départ au niveau de salaire qui est quand même cohérent. On ne peut pas faire ça, évidemment, avec 1500 ou 2000 euros par mois à Paris. Mais vraiment, le fait de faire le 0 à 1 million d'euros en immobilier, je trouvais ça hyper intéressant parce que à ce moment-là, on pouvait poser 100 000 d'apport et on empruntait 1 million, quoi. Donc, c'était assez facile de faire pour moi le million en brut. Voilà, 100 000 euros, on peut les mettre de côté en 14 ans de carrière, je pense, comme j'ai pu le faire. Je l'ai fait peut-être un peu plus vite, parce qu'effectivement, je les ai eu avant, mais je pense que c'est possible d'aller emprunter 1 million d'euros Donc, assez tu facilement. fais partie d'agents qui sont pour l'endettement, quoi. Complètement. Oui, complètement. C'est vrai que souvent, j'aime bien faire le parallèle, parce que je trouve qu'on confond souvent le rendement de l'investissement et le rendement du capital investi. Et c'est vrai que quand je vois qu'en immobilier, on a 100 000 euros, on joue avec 1 million, et finalement, si ce million nous rapporte 5% par an, ça fait qu'on prend 50 000 euros par an, mais sur à la base une somme de 100 000 euros. Donc en fait, en IMO, on fait facilement du 50% en fait, de rendement annuel. Et donc c'est vrai que souvent, quand je vois des personnes comparer un rendement de 8% en bourse vers un rendement de 5% en IMO, on dit oui, mais la bourse, c'est un meilleur rendement. Mais oui, mais pas sur le capital en fait investi. Quoi. Parce qu'on joue avec 10 fois la somme en IMO, alors jusqu'à 1,3 million. Après, une fois qu'on est à 1 million, 1,3 million et qu'on commence à rentrer un peu dans un côté pro, et donc là, les banques elles vont plutôt nous demander 20% d'apport quand on passe en SCI ou quand on passe en SAS, etc. On va plutôt être sur du 20. Maintenant, on est parfois même sur du 30. Donc, c'est vrai qu'après 1,3 million, on va dire, ça commence à être... ça peut être intéressant d'aller justement sur d'autres placements, peut-être en bourse, etc. Diversifier. Mais c'est vrai que je pense qu'au départ, pour faire un gros levier quand on est jeune et pour vraiment aller tirer le patrimoine rapidement vers le haut, je pense que l'IMO, c'est le meilleur point d'entrée pour moi. Alors, tu es parti direct sur l'IMO, moi j'allais en parler à la fin. Je voulais d'abord, parce que bien sûr c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, mais je voulais d'abord parler de ton métier en agence digitale, de ces 14 années que tu as passé à accompagner, à conseiller, à développer justement un petit peu une forme de personal branding. Tu disais tout à l'heure que LinkedIn c'était vraiment un réseau intéressant, en tout cas tu as été opportuniste. Est-ce que tu as vu justement ce réseau évoluer ? Pourquoi ce réseau-là plus qu'un Insta ? Moi, perso, je me sers beaucoup des deux. Alors, c'est pas du tout les mêmes codes, mais je pense qu'il y a un peu les mêmes rendements, les mêmes ratios, les mêmes retours sur investissement. J'aimerais avoir ton appointment là-dessus. Est-ce que tu as vu aussi les habitudes de communication ou les mentalités évoluer par rapport à ces réseaux depuis 10 ans et après depuis 5 ans ? Ok.
Alors Insta, VS LinkedIn, je pense que les deux sont très bien. Moi honnêtement, je suis plus à l'aise sur LinkedIn, je suis plus à l'aise sur le support écrit. Insta, c'est beaucoup, ça se développe beaucoup autour du Reels en ce moment, donc les petites vidéos verticales. Bon, les Reels, c'est des contenus généralement entre 20 secondes et 1 minute 20. Moi, je m'amuse moins à créer un contenu très court où vraiment on est sur une phrase d'accroche souvent assez... c'est très grand public, les accroches. Il faut de la récurrence, quoi. Et donc, je sais pas, c'est un type de contenu, en tout cas, qui, au niveau de la création, qui m'amuse moins. J'ai moins besoin de réfléchir. C'est très marketing, très visuel, très animation de la vidéo, etc. Et c'est moins deep sur, je trouve, la valeur qu'on peut transmettre. Le contenu, quoi. Ouais, sur le contenu. Donc ça m'amuse moins pour cette raison-là, mais je pense que ça peut être tout aussi efficace. Je pense que quand on communique en ligne, si typiquement il y a des conseillers en gestion de patrimoine qui nous écoutent et qui veulent un peu des tips, je pense que le fait d'aller sur un seul réseau au début, c'est bien. Okay. C'est pour ça que je suis parti que sur LinkedIn. C'était celui qui était en plus forte croissance, qui m'éclatait le plus en termes de création. Je pense qu'il faut aller sur un réseau qu'on aime bien en termes de format de contenu, et il faut se concentrer dessus pendant au moins 6 mois, 1 an. Après, on peut, je pense, déployer d'autres réseaux, mais c'est toujours très difficile de tout faire en même temps. Donc ça, souvent, c'est l'erreur que je vois quand les personnes communiquent en ligne, c'est de vouloir faire directement 2-3 réseaux. Puis en fait, ils suivent pas, quoi. Voilà, ils suivent pas parce que le rythme. Bah, tu le sais, c'est énormément de travail de créer du contenu. C'est beaucoup de cerveau de concentration. On peut pas non plus écrire 12 heures par jour. Donc du coup, faut vraiment se concentrer. Et après, LinkedIn, parce que grosse croissance, parce que très peu de concurrence. Et surtout, j'avais senti que dans l'IMO, spécifiquement sur LinkedIn, j'avais senti que c'était une thématique qui fonctionnait bien. J'avais vu quelques personnes émerger. Je trouvais qu'elles faisaient beaucoup de reach. Et je trouvais que finalement, dans l'immobilier, le niveau de création de contenu, je le trouve très faible. Même encore aujourd'hui. Sur LinkedIn, tu veux dire? Sur LinkedIn et même un petit peu en général. Si on étend un petit peu, il y a des gros youtubeurs, mais qui créent plus beaucoup, qui créent beaucoup moins parce qu'ils ont vécu les bonnes périodes de l'IMO, ils ont percé, entre guillemets, ils ont moins besoin en fait maintenant de se faire connaître. de se faire connaître. Donc il y en a plein qui étaient intéressants, mais qui ont un petit peu disparu en termes de contenu. Sur les très gros, je trouve, sur YouTube. Et après, sur LinkedIn, les créateurs, ils n'avaient pas trop les codes. Ils faisaient un peu... C'était pas des personnes qui étaient issues du digital, je le voyais. Et pourtant, ils avaient émergé avec plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Après, il y a une vraie explication. C'est que LinkedIn, à la base, c'est pour communiquer en tant que chef d'entreprise sur une réussite, un échec, un truc un peu perso et tout ça. Et à la base, c'est pas pour faire du commerce. Et donc, un mec qui va venir parler d'IMO... en quelque sorte, pour mettre en avant sa boîte, c'est un petit peu faire du commerce. Donc, je pense que c'est peut-être aussi une approche assez différente. Et en fait, peut-être que ça marchait pas, je sais pas. Donc, toi, du coup, comment tu t'es positionné ? Moi, j'ai vu qu'il y avait une autre opportunité, mais au début, j'avais rien à vendre. J'ai commencé à créer du contenu pendant l'espace de 7 mois. Au début, je parlais d'entrepreneuriat et à un moment, je me suis dit, tiens, en fait, j'ai commencé à être invité à faire du contenu à l'extérieur. Ça pouvait être du podcast ou des interviews. Et les personnes qui m'interviewaient me lançaient souvent sur l'IMO. En fait, ils avaient vu que je parlais de temps en temps d'IMO, de finances perso. Et je trouvais que y en avait qui me trouvaient légitime sur ce sujet, parce que je rénove aussi un corps de ferme tous les samedis avec mon petit frère. J'ai mis les mains dans le cambouis, etc. Et donc, les gens me trouvaient légitime et aimaient que je parle d'IMO. Et en fait, à un moment, je me suis rendu compte que quand je parlais de business en ligne et d'entrepreneuriat, je jargonnais peut-être un peu beaucoup. J'avais une façon de le présenter qui était très geek. J'avais 14 ans. Moi, c'est vrai qu'il y a très il y avait très peu d'entrepreneurs quand j'ai commencé, donc des retours d'expérience d'entrepreneurs qui ont 34 ans et qui ont toujours vécu de communautés en ligne, de réseaux sociaux, etc. En soi, il y en a très très peu. Mais je voyais on me faisait parler d'IMO et ça marchait bien quand je parlais d'IMO. Et limite, ça marchait mieux que quand je parlais de sujets où j'étais beaucoup plus expert. Et c'est ce recul que les gens ont apprécié, je pense. Ok, ce qu'il faut retenir, c'est être légitime, ou en tout cas être entendable, cru,
en tant qu'expert, ou en tout cas, mais par rapport à des choses que l'on fait soi-même et par rapport à la façon dont on les fait. Deuxièmement, ne pas vendre, mais plutôt produire du contenu juste en donnant des infos, donc de la pédagogie, de la culture financière, pour au moins pendant 6 mois, asseoir une sorte de fanbase, ou en tout cas avoir une régularité avec du contenu et une véritable histoire. Ouais, c'est ça, il faut tenir longtemps. Et tenir longtemps, ouais. C'est quoi la bonne fréquence? C'est quoi le bon jour? C'est quoi la bonne horaire? Ça, c'est vraiment le truc que moi, je me demande. Parce qu'il y a eu des fois, moi, j'ai eu un post qui a fait des millions de vues. Et c'est pas le post où j'étais la plus canon. C'est pas le post où j'ai mis un contenu de fou avec des stats, des chiffres. Mais c'est juste un post. Alors souvent, quand j'en parle, on me demande « Mais qu'est-ce qui fait que tu as fait ce post ?» Et je l'ai retiré, ce post, parce que ça m'a tellement fait flipper d'avoir des millions de vues. J'ai même un ex de l'école qui m'a contacté. Tu vois le délire. Et en fait, c'est inexplicable. J'ai parlé à la fois de un truc perso. Je l'ai posté le jour de Noël. La photo devait être sympa. Et le truc a fait effet boule de neige, tu vois. Et il y a des posts où je me fais vraiment beaucoup plus suer à être sexy girl dans un super cadre, avec un super message, avec vraiment, tu vois, peut-être une news financière éco très importante, où je fais un bide. Donc il n'y a pas de recette en vrai. Non, faut produire en volume, faut être hyper persévérant, faut pas attendre de retour immédiat. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à avoir du retour. Souvent, les gens pensent qu'avec mon nombre d'abonnés que j'ai sur LinkedIn, je suis un pacha, je gagne des millions en claquant des doigts. Mais non, c'est pas si simple de vendre à partir d'une communauté. Il faut donner beaucoup de valeur pendant très longtemps. Je monétise seulement après quand même à peu près 1 an et demi. Après avoir écrit quand même 4 heures par jour depuis 1 an et demi. Donc comment tu monétises du coup? Là, je monétise avec du coup des offres plus club, networking sur Paris, avec des accompagnements. Donc tu communiques sur ces offres sur LinkedIn. Oui. Tu proposes en fait des offres, des formules. Plusieurs offres, voilà. Et tu invites les gens à venir vers toi en MP ou même à réagir sur tes posts. Et ils s'inscrivent, on va le voir. Tu m'as juste pas répondu à ma question. Quel jour, quelle heure? Alors, plutôt 2 fois par semaine minimum. Ok. On va dire, ça peut être mardi, jeudi et une fois le week-end. Le week-end, il y a un peu moins de monde. Donc, généralement, les audiences de CAP, de CSP+, et elles sont plutôt disponibles le week-end. Ouais, moi j'ai remarqué le week-end et je dirais même le dimanche soir, fin d'après-midi. Le matin aussi, c'est bon. Le matin peut-être. En tout cas, moi généralement, je suis un peu feignasse et je poste en soirée et ça marche très bien parce qu'en fait, les gens ont le temps d'aller vraiment regarder et de réagir vraiment, pas juste un like, tu vois. Et j'ai remarqué que c'était pas mal. Évidemment, le mardi et le jeudi. Plutôt le matin, qu'est-ce que tu as constaté plutôt le matin quand les gens se lèvent. Les gens ils vont plutôt aller le consulter le matin, un petit peu le midi, un petit peu le soir. Maintenant, la tendance, c'est de poster énormément. Donc moi, je suis à 2 posts par jour même. Je poste une fois le matin, une fois le soir. Avant, l'algorithme, il aimait pas trop quand on postait beaucoup. Maintenant, il est même plutôt en train de nous pousser à augmenter la fréquence et le rythme de contenu. Donc maintenant, il faut poster beaucoup. Et après, si je peux revenir sur ton post, à Noël, entre Noël et le jour de l'an, il y a très peu de personnes qui postent parce que tout le monde coupe. Et moi aussi, j'ai envoyé des très gros contenus à ce moment-là, l'année dernière, qu'on fait des millions de vues. Et donc, n'hésitez pas à poster sur cette période. Ouais, mais c'est bizarre, tu dis tout le monde coupe. Tout le monde coupe la publication, pas la consommation. Il y a beaucoup de gens qui consomment parce qu'ils sont dans leur famille, ils ont du temps, mais ils se disent là j'ai rien à dire, c'est pas le moment. Ils se disent c'est pas le moment, je poste pas. Ok. Donc c'est un très bon moment. Et puis à Noël, on est toujours dans un good mood, quoi. Enfin, en vrai, on est toujours un peu tous contents, tu vois, heureux. À Noël, il faut faire généralement un post un peu rétro avec des années. Il faut parler des années parce que c'est le changement d'année, donc les gens ils ont en tête le changement d'année. Moi, j'avais fait un post comme ça. Ils sont un peu touchés par ça, quoi. Ouais, c'est un sujet qui leur parle. Revenons donc à ces fameux dîners, à ce club. Alors, tu m'as dit tout à l'heure, c'est pas encore un club deal. Donc, alors,
l'idée, ça a été quoi au départ? Ça a été direct de fonder un club? Est-ce que déjà, il y a une entité qui existe ou est-ce que tu fais ça un peu comme ça au hasard? Enfin, raconte-moi un peu l'histoire. Alors au départ, l'idée, c'était pas de fonder un club. Je voulais vendre des accompagnements sur LinkedIn à des particuliers. Mais sans avoir de certif Alors dans CGP l'IMO, ou, on n'a pas besoin. oh, bah, tu peux avoir une carte quand même. On pourrait avoir une carte T. Moi, j'étais plus... je vendais un accompagnement sur une méthode qui permet de faire une construction-revente de 2 maisons à coller sur un terrain unilo Mhm. en forme de drapeau. Donc c'était un truc un peu niche. Mhm. Qui est à mi-chemin entre une première petite promotion immobilière, une OP de marchand et une OP d'investissement. Alors, je lisais un article hier d'une CGP pour le coup, qui disait qu'il fallait faire très attention aux gens comme toi, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de certif, qui n'ont pas de carte T, qui n'ont pas tout ce que tu Alors veux. du coup, j'interviens pas moi sur la partie transaction ou sur la partie conseil. Je vends en fait une stratégie qui est cette stratégie de savoir comment on peut identifier un terrain qui est divisible, savoir si on va pouvoir implanter des maisons. D'accord. Et je fournis aussi un accès à mon carnet d'adresses, donc un très bon constructeur qui est fiable, qui fait des maisons en 8 mois, un terrassier, un peintre. Et donc Mais je du leur coup, donne accès à... Tu te positionnes comment en tant que consultant, conseil Là, c'est de l'accompagnement, c'est du coaching en fait. Hein. Je prends la personne en coaching individuel toutes les semaines, 1 heure. Ok. C'est même coaching illimité. Je lui vends un accompagnement de 18 mois. Pendant ces 18 mois, je l'accompagne sur la recherche du terrain, la construction. Et en fait, pour vulgariser l'accompagnement, il y a la stratégie, le réseau de partenaires sur qui s'appuyer, en 2e point. Et en 3e point, je fais de l'AMO, de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Donc là, je peux aller sur le chantier, valider. Pareil, l'AMO, c'est quelque chose qui n'est pas régulé en termes de certif, etc. L'AMO, il n'a pas le droit de parler au sous-traitant, il peut que remonter au maître œuvre qui est notre client dans ce cas-là, l'information. Donc j'essaie justement plutôt d'être moi dans des business models, on va dire moins contraignants que ce qu'ont pu faire les anciennes générations. Donc j'essaye justement de pas trop être sur des choses qui demandent des grosses assurances, des grosses certifs, etc. Typiquement dans la promotion immobilière, c'est ce qui tue un peu le marché, puis personne n'est rentable parce que quand on empile les normes RE 2020, la décennale, l'assurance, etc., en fait on a des promoteurs qui n'arrivent plus à être rentables. Donc j'essaie justement d'inventer des nouveaux modèles un peu plus flexibles, un peu issus. Mais du coup, tu peux même travailler avec un CGP. Enfin, je veux dire, tu viens pas forcément concurrencer un CGP. Au contraire, tu peux, toi, être sur la partie conseil et stratégie en amont et le CGP, lui, va venir avec son réseau et... Je peux monter le produit, en fait. Ouais. Pour le CGP peut venir me voir et je peux monter un produit pour un de ses clients. Ça peut être quelqu'un qui veut acheter une résidence principale, mais qui se dit en fait plutôt que d'acheter un terrain et de construire une maison, je vais en construire 2, je vais en revendre une, je vais en garder une. Ça va lui faire une maison gratuite, par exemple. Ouais. Et donc voilà, c'est du sur-mesure, mais je vais plutôt moi aller travailler sur le montage de produits. Mais in fine, j'ai pas forcément aimé les accompagnements parce que les gens n'ont pas souvent le mindset, ils passent pas forcément beaucoup à l'action. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui font énormément d'argent sur les formations et les accompagnements en ligne, mais il y a très très peu de résultats. Et donc en fait, j'ai très vite été frustré. Donc dès le départ, quand je me suis lancé en ligne, j'ai dit aux gens qu'en me suivant, je ferais du contenu éducationnel pour leur apprendre des choses à chaque fois que je poste. Ça, c'est vraiment... Chacun de mes posts doit pouvoir transmettre de la valeur et avoir une audience qui apprend des choses. Et donc, je leur ai dit, vous me suivez, je vais vous aider à faire le 0 à 1 million de patrimoine sans vous vendre de formation. Moi, depuis le début que je me suis lancé en ligne, j'ai dit aux gens, voilà, je ne vais pas vous vendre des formations. Ensuite, j'ai quand même essayé de vendre des accompagnements qui peuvent être un peu un business model qui est proche des formations. Mais finalement, je trouve que c'est pas évident parce qu'ils ont pas J'ai une opération qui est très engageante. Construire une maison, c'est très entreprenant, c'est très projet. Et en fait, j'ai des personnes qui viennent me voir qui sont pas forcément entrepreneurs et c'est dur de les mettre sur ce mindset-là que j'appelle immopreneur. Donc pas forcément évident. Et du coup, le dernier point dont tu me parlais, c'est que j'ai développé des clubs plutôt de networking entre professionnels de l'IMO ou entre investisseurs expérimentés. Et sur ces produits-là, j'ai plus d'amusement parce que je trouve ça plutôt sympa d'organiser des moments où les gens se rencontrent. J'ai plus de résultats parce que je trouve qu'en fait, plutôt que d'apprendre sur des vidéos de formation en ligne ou d'avoir un coach, mais en fait, rencontrer des personnes inspirantes,
et avoir des discussions informelles avec elles en leur posant des questions, mais comment t'en es arrivé là, quelles erreurs t'as rencontrées. C'est un peu ce qu'on fait quand on fait un podcast finalement. Je trouve que ça apporte beaucoup plus de valeur et que ça permet beaucoup plus aux gens de passer à l'action parce qu'ils voient qu'ils ont parlé à des personnes qui en sont arrivées là où eux veulent arriver, qui ont 50 lots et qui se disent en fait elle est comme moi, elle a démarré de rien aussi, elle n'avait pas plus d'argent quand elle a démarré, ils s'identifient et je trouve que derrière ça produit beaucoup plus de résultats. Donc je m'oriente plus sur ce type de produit aujourd'hui et pour l'instant j'ai 2 offres. J'ai un club à 100 € par an où là je réunis tous les pros de l'immobilier dans toute la France. L'idée, c'est qu'il y ait des ambassadeurs de région qui organisent des dîners. Là, c'est hyper ouvert. On peut avoir quelqu'un qui est vraiment qui travaille pour le compte d'un promoteur avec un investisseur ou des personnes qui vendent du service. Tout ce qui est lié à l'IMO, là, j'essaye de réunir au sens le plus large possible ma communauté sur un format payant. Et donc là, c'est accès à un groupe WhatsApp, c'est 2 lives par mois, c'est des dîners et c'est aussi la possibilité d'être mis en avant sur mon compte LinkedIn, car régulièrement, je vais pouvoir mettre en avant des personnes qui sont membres quand elles lancent un projet de start-up ou quand elles ont envie, je sais pas, de vendre un immeuble de rapport qu'elles n'y arrivent pas. Je veux mettre à dispo ma communauté, mon audience, et elle peut aussi passer sur mon podcast. Et à côté, j'ai une offre que tu m'as parlé aussi, excuse-moi si je suis un peu long, sur des dîners entre investisseurs à plus d'1 million de patrimoine sur Paris. Ça, c'est un petit peu ta base de ton ticket d'entrée. Bon, c'est un petit peu la même dans le private equity. Moi, ce qui m'intéresse un petit peu de savoir, c'est l'évolution depuis 1 an de ton business, quoi. Parce que j'imagine que, comme tout le monde, tu dois un peu serrer les dents depuis 1 an. Alors, serrer les dents, sur la partie accompagnement, effectivement, là, ça marche pas très bien depuis 1 an parce que les gens ne veulent pas investir. Quoi. Ouais, voilà. C'est ça, ils attendent. Exactement, ils attendent les taux bas. Hein. C'est la discussion que j'ai sans arrêt toute la journée, à tel point que là, j'ai arrêté de l'avoir parce que j'en peux plus, parce qu'en fait, les gens te contactent en te disant « je veux investir dans l'immobilier ». Et tu leur dis qu'est-ce qu'il te faut, qu'est-ce qui te manque, pourquoi t'es pas déjà passé à l'action, comment je peux t'aider. Et très rapidement, ils te disent moi je veux investir, je me renseigne, j'apprends plein de choses en ligne, je passe des heures à regarder des annonces, à regarder des vidéos, mais j'attends que les taux baissent. Et ça, j'en peux plus parce qu'en fait, qu'est-ce que tu leur dis, on ne sait pas quand justement est-ce qu'ils vont vraiment baisser. Ils attendent quoi exactement, tu sais pas. Et s'ils attendent les 1%, en fait, c'est dans 10 ans, c'est dans 20 ans, c'est peut-être jamais. Je leur dis que vaut mieux acheter quand les prix sont bas. Ce qui est assez fou, et pour faire des émissions à côté sur un autre média, sur pas mal de régions, mais d'ailleurs on se rend compte que toutes les régions suivent une tendance nationale. Il n'y a pas forcément une région qui a repris plus qu'une autre, c'est assez fou. Les taux là, sont un petit peu plus accessibles. On n'est pas dans les moyennes qu'on a connues il y a 2 ans, mais en tout cas on est quand même pas loin des 3,5. Les banques se sont assouplies, s'accordent de plus en plus, reviennent sur quand même pas mal de décisions de non-accord, donc sont plus flexibles. Et bizarrement, en même temps c'est un peu normal, les vendeurs se remettent à réaugmenter leur prix. C'est-à-dire ils sont plus prêts à baisser puisqu'ils voient que ça reprenne un peu. Donc c'est un truc de fou, quoi. Je veux dire, donc, moi, j'ai vendu justement ma maison il n'y a pas longtemps parce que je me suis dit, justement, ça ne sert à rien d'attendre. Je ne sais pas ce que l'avenir sera fait demain. Et est-ce que tu es OK avec moi sur le fait de penser qu'on ne vend pas par rapport à des taux ou à un marché, mais on vend par rapport à une situation perso, quoi? Bien sûr. Et souvent, c'est la problématique, parce que les gens viennent me voir en me demandant un peu la recette secrète, ou alors le hack, ou alors en gros le raccourci pour le chemin facile pour y arriver. En fait, il y en a pas vraiment. En fait, moi, je leur dis expliquez-moi votre situation, etc. Donc là, ça peut s'approcher des fois de ce que font les conseillers en gestion de patrimoine, mais sauf que moi, je conseille pas de produits. J'essaie juste d'apprendre à les connaître, de voir un peu où ils en sont. Et en fait, quand tu pars sur ce terrain-là, tu perds assez vite les gens, en fait. Hein. Ils se sentent un peu perdus. En fait, je pense que c'est un manque aussi, je pense, du coup, d'éducation financière, peut-être de connaissances. C'est pour ça aussi que je partage, que je crée tous les jours. C'est que on pense que l'investissement, c'est un peu le loto, des fois, j'ai l'impression. On vient essayer de chercher le raccourci, la bonne affaire. Moi, on me parle tout le temps de la bonne affaire. Ouais, mais alors, moi, je pense que c'est pas à cause de l'IMO, c'est sûrement un petit peu à cause de ces lacunes en éducation financière,
Pour moi, c'est juste parce que depuis 5 à 10 ans, il y a des nouvelles classes d'actifs qui sont sorties et qui rémunèrent très vite, très fort. Et évidemment, selon les périodes, j'entends par là les cryptos, j'entends par là le private equity. Donc, c'est ces nouveaux arrivants qui ont drainé une nouvelle forme de l'approche de l'invest qui fait on s'est un petit peu désolidarisé de nos invests de cœur, à savoir l'assurance vie et l'IMO, pour aller vers des choses qui semblent bien se porter. Je parle aussi des SCPI, même si depuis 2 ans, c'est un peu plus complexe. Et du coup, les gens se sont mis à tellement diversifier. Avant, on allait sur l'un ou sur l'autre, quoi. Tu vois, assurance vie, IMO. Je veux dire, il y a même encore 15 ans, on va dire, tu vois. Et donc, en fait, on a un vrai rapport animal avec l'invest. C'est-à-dire, c'est je banque et il faut que je gagne, quoi, tu vois. Ouais. On n'est plus dans quelque chose où on constitue son patrimoine comme nos parents ou nos grands-parents. Et donc, à notre retraite, on pourra en profiter. Donc, pour moi, c'est une question de prisme et aussi un vrai virage sociétal et générationnel. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que toi, au final, t'es peut-être resté sur un truc un peu désuet, quoi. Pourtant, t'es jeune, hein. Ouais, mais c'est marrant de le dire comme ça, mais dans le fond, je suis vraiment d'accord. À part le point que quand tu dis on veut des trucs qui rémunèrent vite, qui rémunèrent fort, etc., un peu comme la crypto, moi je trouve que l'immobilier est beaucoup plus rentable que la crypto, même quand il y a des bull runs en crypto. Je suis pas d'accord avec toi parce que, enfin, je vois ce que tu veux dire, je comprends. Mais je pense que pour certains, ils peuvent aller tout de suite se faire du cash en crypto en allant revendre, tu vois, des tokens, des trucs comme ça, alors que l'IMO, on se dit, je suis dans la merde, c'est bloqué, ou alors si je revends, mais il faut que je revende bien. Enfin, il y a une question un peu peut-être de liquidité dans l'histoire, tu vois, où en fait la crypto, c'est tellement fluctuant. Et c'est tellement fluctuant selon les annonces, soit des banques centrales, selon le contexte macroéco ou géopolitique, que je trouve qu'on voit beaucoup plus les répercussions sur son wallet, alors que qu'un patrimoine immobilier, en gros, on l'a mis de côté. Et à moins d'appeler une agence et de savoir à combien voilà, on peut un petit peu savoir le prix de son appart si on le revend à une période précise, je trouve qu'on a moins la main sur une somme précise de ce qu'on a et donc on peut dépenser. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais, bah c'est clair. Bah je pense que l'IMO, c'est plus c'est pour ça que j'appelle ça IMO-preneur. C'est plus une sorte de side business entrepreneurial. On commence à mettre un pied dans le fait de porter un projet, de le développer, de gérer des travaux, d'avoir une stratégie, etc. Et donc, ça demande, je pense, plus de connaissances aussi. La plupart des gens qui investissent en crypto ne comprennent absolument pas ce qui se passe derrière. Et donc, il y a moins de stratégie quand les gens font de la crypto. C'est plus accessible. Et ça a plus le côté loto. Je pense que les gens, il y a le côté casino un peu qui joue, je pense, beaucoup dans la crypto avec les fluctuations, comme tu dis, etc. Thibaut, c'est quand même bizarre que tu fasses de l'IMO alors que tu voulais être trader. Ouais. On est loin de la façon trading day by day ou enfin. On est plutôt sur quelque chose d'assez mature, du bon père de famille qui constitue son patrimoine alors que tu es hyper jeune. Et c'est loin de l'image que tu peux renvoyer. Tu vois ce que je veux dire ? Physiquement même. Ouais. J'adore ce parallèle parce que justement je m'intéresse beaucoup moi en fait au boring business. En fait je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des compétences digitales, qui savent se servir des nouveaux médias, etc. Toute cette vague est partie vers des business un peu sexy et a été assez moutonnier. C'est-à-dire que tu vas retrouver tous les jeunes maintenant dans la crypto, dans la blockchain. Tu vas en retrouver beaucoup dans tous ces secteurs, dans l'IA, dans les SaaS, etc. Et ils vont tous, en fait, les talents vont tous un peu aller vers ces mêmes secteurs. Et moi, j'aime beaucoup être contre-intuitif. Pour ceux qui me suivent aussi, je suis souvent contrarian dans mes pensées. Et donc, je me dis, quand tout le monde va vers la même chose, ça peut être intéressant d'amener du digital et de la communication dans des business très boring où plus personne veut aller. Et c'est un peu pour ça, quand je me suis lancé aussi dans
l'IMO, je suis parti dans le secteur des maisons individuelles, qui était à ce moment-là où je me suis lancé le pire secteur où aller. Il y avait eu 800 faillites en 12 mois. Plus personne ne gagne de l'argent sur de la promotion de maisons individuelles. Et moi, c'est ce qui m'amuse. Je me suis dit, bah tiens, je vais justement aller sur ce secteur où tout le monde est en train de crever, plus personne n'est rentable, où il n'y a plus de modèle économique qui fonctionne. Parce que finalement, bah, la maison, c'est quand même le rêve de 80% des Français. Plus personne veut innover là-dedans. Et donc, c'est ça qui m'a intéressé. Donc moi, j'ai toujours tendance, et c'est un peu pareil quand j'investis dans l'IMO, tu me disais avant, il ne faut pas investir forcément quand les taux sont bas. Mais en fait, je fais tout le temps strictement l'inverse de ce que fait la masse depuis que j'entreprends. Et en fait, ça paraît d'être une stratégie un peu débile, mais qui fonctionne redoutablement bien. Et c'est Warren Buffett qui le disait le mieux, c'était qu'il faut acheter quand personne ne veut acheter et vendre quand tout le monde veut acheter. Et il disait aussi, Warren Buffett, que si on reléguait, enfin en tout cas si on retardait l'investissement pour ses vieux jours, c'était comme se priver de sexe quand on pouvait. Donc je suis entièrement d'accord avec toi. Dernière minute, 5 dernières minutes, Thibaut, avec toi pour savoir chez Club Immopreneur, vous êtes combien? C'est une vraie boîte aujourd'hui? Tu es tout seul? Comment tu fonctionnes? C'est quoi ton actu? Alors aujourd'hui, j'essaie plutôt de fonctionner solo et de rester une petite équipe de moins de 5 freelances. J'ai remarqué qu'après, au-dessus, tu commences à avoir plus de sujets structurants. Et donc, voilà, mon objectif, c'est plus de grossir avec les leviers du média et de l'immobilier, tout en restant petite équipe. Et je pense qu'aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'on peut faire des business à plusieurs millions d'euros en étant seul, notamment, par exemple, via le podcast qu'on fait là. C'est des business qui s'appelle comment, du coup? Fais-toi un petit coup de pub. Les leviers de la liberté. Okay. Voilà, donc on parle de leviers, levier humain, levier financier, levier du média et levier de la technologie. Et donc j'explore un peu tous ces leviers qui permettent de décorréler le temps qu'on passe de l'argent qu'on gagne. Et pour l'instant, je suis encore assez axé quand même sur le podcast, sur la partie levier IMO. Parce que c'est sur cette thématique que je connais, mais je commence à ouvrir un petit peu à plus de sujets et à ratisser les leviers un peu plus au sens large aujourd'hui. Et ton actu, donc? Eh bien, mon actu... C'est ces fameux dîners que tu organises. C'est quoi le rythme? Ouais, mon actu en ce moment, c'est les dîners d'investisseurs à plus d'1 million. Ça se développe bien sur Paris. Là, on va être une quarantaine ce soir. On fait ça une fois par mois. Et à chaque fois, on va réunir du coup que des profils de pros, d'investisseurs, de marchands ou de start-upers, mais qui ont 1 million d'euros de patrimoine, donc qui ont déjà mis un pied dedans. Et on va créer des échanges. L'objectif, c'est de voir comment on peut passer de 1 à 10 ou de 1 à 100. Et de voir ensemble quelles sont les différentes solutions qu'on peut activer pour atteindre cet objectif. Merci Thibaut d'avoir été avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu as kiffé ou pas? Ouais, c'était cool, très bien. Parce que vu que toi aussi tu fais des podcasts, Thibaut, ouais, c'est marrant de se retrouver de l'autre côté. C'est marrant de se retrouver de l'autre côté. Bon, la prochaine, c'est toi qui m'invites. Si vous souhaitez justement, exactement, si vous souhaitez contacter Thibaut Trézières, vous pouvez le faire via LinkedIn, TREZIERES, Club Immopreneur. Si vous avez aimé cet épisode, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à le partager et à vous abonner à Passion Pat. Merci d'être de plus en plus nombreux à m'écouter. Merci Thibaut, à très vite. Très belle fin d'année à toi. Merci. Et quant à vous, je vous dis salut, à la semaine prochaine.